Quand la NASA planifie des missions habitées pour les années 2030, quand on nous vend un rêve d'une humanité multiplanétaire. Surtout quand on nous montre des images de SpaceX avec des fusées rutilantes qui décollent vers l'infini et l'au-delà. Mais voilà le truc. Ce rêve, c'est exactement ça. Un rêve. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, point par point, avec la science, avec les chiffres, avec la réalité brutale de la physique. Alors attention, je dis pas ça pour vous déprimer, bien au contraire. Parce que je pense qu'en comprenant les choses de manière réaliste, de manière assez terre-à-terre, ça va nous permettre de mettre le doigt sur peut-être quelque chose de plus important. Mais avant d'aller plus loin, on va d'abord se poser une question toute simple. Qu'est-ce qui rend une planète habitable ? La réponse va vous sembler basique. Eh bien, c'est le fait qu'elle soit habitée. Mais avant de continuer d'explorer ces chroniques quantiques, n'oubliez pas de vous abonner. C'est comme fixer la trajectoire idéale. Laissez un commentaire avec un simple mot comme conquête, votre avis est notre moteur. Partagez aussi cette vidéo pour étendre la portée de notre exploration. Surtout, restez bien jusqu'à la fin, car une surprise exclusive vous y attend. Je m'explique. Si une planète n'a jamais abrité la vie, eh bien c'est peut-être tout simplement qu'elle n'en est pas capable. C'est un petit peu comme un restaurant vide. Soit il vient d'ouvrir, soit la nourriture est infecte. Et dans le cas de Mars, ça fait 4 milliards d'années que le restaurant est ouvert. Alors, cette logique peut paraître un petit peu circulaire, mais ça cache une vérité profonde. L'habitabilité, c'est pas juste avoir de l'eau et une température correcte. C'est avoir un système complexe, stable, qui peut maintenir la vie sur des milliards d'années. Et ça, c'est infiniment plus rare qu'on le pense. Alors, commençons par le commencement. Est-ce qu'il y a déjà eu de la vie sur Mars? Et si oui, qu'est-ce que ça nous apprend sur les chances de pouvoir y retourner? Il y a quelques semaines à peine, en septembre 2025, la NASA fait une annonce qui a fait le tour du monde. Le rover Perseverance a découvert quelque chose d'intrigant dans le cratère de G0. Un échantillon de roche qu'ils ont appelé Saphir Canyon, prélevé sur un rocher surnommé Cheyava Fall. Mais avant de vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important, laissez-moi vous planter le décor. Le cratère de G0, c'est un ancien lac. Il y a 3,5 milliards d'années, l'eau coulait dedans. Ça, on le sait parce qu'en fait, on voit encore des traces. Un delta fossilisé, des sédiments déposés couche par couche, exactement comme dans un lac terrestre. Persévérance roule dans ce qui était autrefois le fond d'un lac martien. Alors, juste imaginez la scène une seconde. Vous conduisez un robot de 1 tonne sur ce qui était peut-être, il y a des milliards d'années, le bord d'un lac alien. Cette roche, Cheyava Fall, présente des motifs étranges, des taches colorées et disposées en motifs de léopard. Et dans ces taches, 2 minéraux particuliers, de la vivianite et de la géisite. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que sur Terre, ces minéraux se forment souvent quand des microbes utilisent des réactions chimiques pour produire de l'énergie. En gros, c'est comme s'ils avaient trouvé des traces de repas de bactéries vieilles de plusieurs milliards d'années. La vivianite, c'est un phosphate de fer hydraté. Sur Terre, on la retrouve dans des sédiments, dans les tourbières, autour de matières organiques en décomposition. La grégite, c'est un sulfure de fer. Certaines bactéries terrestres la produisent directement dans leurs cellules. Mais attention, et c'est là que ça devient intéressant, ces mêmes minéraux peuvent aussi se former sans pour autant qu'il y ait de la vie. Juste des réactions chimiques normales. Haute température, conditions acides ou simplement le temps qui passe avec les bons ingrédients chimiques. D'ailleurs, c'est le problème fondamental de l'astrobiologie. Comment est-ce qu'on peut distinguer les signatures de la vie des processus géologiques normaux? Comment être sûr qu'on a trouvé les traces de la vie et pas juste de la chimie compliquée? Les scientifiques utilisent ce qu'ils appellent l'échelle COLD pour Confidence of Life Detection. En gros, c'est une échelle de 1 à 7 qui mesure à quel point on peut être sûr d'avoir trouvé des traces de vie. Niveau 1, on a détecté quelque chose d'intéressant. Niveau 4, on a plusieurs indices qui convergent. Niveau 7, on a la preuve absolue de la vie. Et là, avec Cheyava Fall, on est quelque part vers 2 ou 3. Donc c'est intéressant, mais c'est pas encore concluant. Pour vous donner une idée, les météorites martiennes qu'on a trouvées sur Terre, avec leurs supposées traces de vie, sont restées bloquées au niveau 2 depuis des décennies. Alors, pourquoi cette prudence ? Parce que l'histoire de l'astrobiologie est jonchée de fausses alertes. En 1996, la NASA avait annoncé avoir trouvé des traces de vie dans une météorite martienne.
28 ans plus tard, le consensus scientifique, c'est que c'est probablement juste de la géologie. Mais revenons en arrière. Extrêmement en arrière, il y a plus de 3 milliards d'années, pendant ce qu'on appelle la période naochienne. Le nom vient de Naoshis Terra, c'est une région de Mars criblée de cratères anciens. À cette époque, Mars était différente. Il y avait de l'eau liquide à sa surface, une atmosphère plus dense, des rivières et peut-être même des océans. L'endroit où Persévérance a trouvé ses fameuses taches, c'est justement un ancien lit de rivière. C'est la vallée de Neretva Vallis, large de 400 mètres. Mais comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, c'est grâce aux missions orbitales. Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Express, Mars Odyssey. Ces sondes ont cartographié la planète avec une précision incroyable. Et partout, on voit les traces d'eau. Des vallées creusées par des rivières, des deltas où les fleuves se jetaient dans des lacs, des minéraux qui se forment qu'en présence d'eau liquide. Des argiles, des sulfates, des carbones, toute une géologie qui raconte l'histoire d'une planète humide. Imaginez de l'eau qui coule, qui sculpte le paysage, qui dépose des sédiments, des lacs qui se remplissent et qui se vident au rythme des saisons, peut-être même des océans dans les plaines du Nord. Eh bien, c'est exactement à ce genre d'environnement où les scientifiques pensent que la vie aurait pu apparaître. Mais, et il y a un gros mais, même dans les meilleures conditions, Mars n'est pas la Terre, loin de là. Le problème, c'est que beaucoup de gens s'imaginent que Mars était un petit peu comme une Terre primitive, verdoyante, pleine de vie, et qu'elle a juste mal tourné. Eh bien, c'est faux. Complètement faux. Et c'est important de le comprendre. Même à son apogée, Mars était un monde hostile. Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, la distance au Soleil. Mars reçoit seulement 43% de l'énergie du Soleil que reçoit la Terre. Même avec une atmosphère dense, les températures restent froides. On parle d'une moyenne autour de 0 dans les meilleurs cas, contre 15 sur Terre aujourd'hui. Ensuite, la gravité. 38% de celle de la Terre. Ça peut paraître anecdotique, mais ça change absolument tout. Une gravité faible, ça veut dire qu'il est plus facile pour l'atmosphère de s'échapper. Ça veut dire que les processus géologiques sont différents. Ça veut dire que la vie, telle que nous la connaissons, aurait eu assez peu de chances de pouvoir y exister telle qu'elle. Et surtout, Mars était déjà en train de perdre son atmosphère. Le processus avait déjà commencé. La planète était condamnée dès le départ. Jean-Pierre Bibring, le spécialiste français de Mars qui a dirigé l'instrument Oméga sur la sonde Mars Express, a passé sa carrière à étudier la minéralogie martienne. D'ailleurs, j'ai pu l'interviewer sur cette chaîne, je vous mets le lien en description. En tout cas, par rapport à Mars, ses conclusions sont sans appel. Oméga, c'est un spectromètre qui analyse la composition chimique de la surface martienne depuis l'orbite. Pixel par pixel, il a cartographié toute la planète. Et ce qu'il a trouvé, c'est l'histoire géologique de Mars écrite dans ses roches. Selon Bibring, Mars a connu 3 grandes périodes. D'abord, la période phylosienne, où l'eau était abondante et formait des argiles. Puis il y a eu la période théikienne, où l'eau devenait acide et formait des sulfates. Et enfin, la période sidéricienne, où l'eau disparaît et laisse place à l'oxydation du fer. Cette évolution s'est faite sur quelques centaines de millions d'années seulement. C'est extrêmement rapide à l'échelle géologique. Et d'ailleurs, ça montre que Mars n'a jamais vraiment été très stable longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer avoir existé sur Mars? Eh bien, Bibring est clair, au mieux, des microbes, au fond d'une mare, pendant une période extrêmement limitée. Pas de forêt martienne, pas d'animaux, pas de plantes, juste des bactéries, peut-être, qui auraient survécu quelques millions d'années dans des conditions extrêmes. Et encore, ça c'est le scénario extrêmement optimiste. Parce que même si la vie aurait pu exister sur Mars, elle aurait dû faire face à un environnement qui se dégradait extrêmement rapidement. Imaginez des bactéries qui prolifèrent dans un lac et puis progressivement le lac s'assèche. L'atmosphère se raréfie, les radiations augmentent, la température chute. Et au bout de quelques millions d'années, il ne reste plus rien. Eh bien, s'il est vrai qu'il y a eu de la vie sur Mars, voilà à quoi elle aurait ressemblé. Et ça nous dit quelque chose d'important pour aujourd'hui. Parce que si Mars n'a pas réussi à maintenir la vie naturellement, avec tous les avantages qu'elle avait au départ, c'est-à-dire de l'eau, une atmosphère, de l'énergie géothermique,
comment est-ce qu'elle pourrait maintenir la vie humaine artificiellement? Parce que regardez ce qui s'est passé ensuite. Regardez ce qu'est devenu Mars. Il y a environ 4 milliards d'années, Mars a vécu une catastrophe. Elle a perdu son champ magnétique. Pour comprendre l'ampleur de cette catastrophe, il faut d'abord comprendre ce qu'est un champ magnétique planétaire. Sur Terre, notre champ magnétique est généré par la dynamo de notre noyau. Le fer liquide en rotation crée un champ électromagnétique géant qui couvre l'intégralité de la Terre. Ce champ, c'est un petit peu notre bouclier invisible. Il dévie les particules chargées du vent solaire. Il protège notre atmosphère de l'érosion spatiale. Sans lui, la Terre pourrait ressembler à Mars. Et vous savez, du coup, ce qui protège la Terre de ces radiations spatiales, ce bouclier invisible qui entoure notre planète, eh bien, Mars l'a perdu. Et quand on perd son champ magnétique, eh bien, on perd tout. Alors, pourquoi est-ce que Mars a perdu son champ magnétique? Tout simplement parce qu'elle est plus petite que la Terre. Donc, son noyau s'est refroidi plus vite. La dynamo s'est arrêtée, et avec elle, la protection magnétique. Sans protection, l'atmosphère martienne a littéralement été soufflée dans l'espace par le vent solaire. C'est comme si on ouvrait toutes les fenêtres d'une maison en plein ouragan. Les missions Maven et Mars Express l'ont confirmé, cette érosion continue encore aujourd'hui. Chaque seconde, Mars perd environ 100 grammes d'atmosphère dans l'espace. Ça peut paraître peu, mais sur des milliards d'années, ça fait des océans entiers d'atmosphère qui disparaissent. Le problème, c'est que c'est irréversible. Complètement irréversible. Alors du coup, à quoi ressemble Mars aujourd'hui? On va faire l'inventaire méthodiquement. L'atmosphère, 0,6% de la pression terrestre. Pour vous donner une idée concrète, c'est comme si vous étiez à 35 km d'altitude. À cette altitude, sur Terre, votre sang bout littéralement. Impossible de respirer. Impossible de maintenir de l'eau liquide en surface. Sa composition, 95,32% de CO2, 2,7% d'azote, 1,6% d'argon et seulement 0,13% d'oxygène. Autant dire que c'est toxique. Et même si vous aviez un masque à oxygène, la pression est si faible que vos poumons ne pourraient pas fonctionner correctement. À la température, en moyenne, moins 80 degrés, avec des pointes à moins 125 au pôle en hiver. Et même l'été martien, au mieux, on atteint 20 degrés. Mais seulement à l'équateur, en plein midi, et seulement en surface. Dès que le soleil se couche, la température chute brutalement. Alors pourquoi ces variations si extrêmes? Eh bien parce que l'atmosphère est trop mince pour retenir la chaleur. Sur Terre, notre atmosphère dense agit comme une couverture. Sur Mars, c'est un petit peu comme dormir dehors dans une nuit en plein milieu de l'hiver. Et les radiations? Eh bien, sans atmosphère dense et sans champ magnétique, la surface de Mars reçoit des doses de radiation mortelles, 100 fois plus que sur Terre. Depuis 4 milliards d'années, la surface entière est stérilisée. Et si on prend en compte que ça dure depuis 4 milliards d'années, il est quasiment certain que l'intégralité de la planète est entièrement stérilisée. Pour vous donner une idée, un astronaute sur Mars recevrait en 1 an la dose de radiation qu'un travailleur nucléaire reçoit en 20 ans sur Terre. C'est une dose qui augmente drastiquement le risque de cancer. Et le pire, c'est que c'est pas tout. Le sol martien lui-même est toxique. Il contient des perchlorates, ce sont des composés chimiques, sauf que on les retrouve à des concentrations 1 million de fois supérieures à celles de la Terre. Ces substances sont mortelles pour la plupart des formes de vie terrestre. Les perchlorates, du coup, c'est quoi exactement? Eh bien, ce sont des sels d'acide perchlorique. Sur Terre, on les utilise comme explosifs, comme carburant pour les fusées ou comme désherbants ultra puissants. Imaginez essayer de faire pousser des tomates sur un sol imbibé d'eau de javel mélangée à de la poudre à canon. Eh bien, c'est à peu près ça, essayer de faire planter des graines sur Mars. Pourquoi est-ce qu'on en retrouve autant? Eh bien, c'est dû à des milliards d'années d'oxydation par les radiations UV. Sans l'atmosphère pour filtrer les rayons du soleil, la surface martienne a été bombardée de ces radiations qui ont transformé les minéraux normaux en composés toxiques. Et même si on arrivait à nettoyer le sol, eh bien, il manquera toujours quelque chose d'essentiel. L'azote. C'est un élément indispensable à toute vie complexe. Sur Terre, ça représente 78% de notre atmosphère. Sur Mars, eh bien, c'est quasi inexistant sous une forme utilisable. L'azote, c'est la base des protéines, de l'ADN, de tous les composés organiques complexes. Sans azote disponible, pas de vie possible.
Et sur Mars, l'azote est soit piégé dans l'atmosphère ultra mince, soit enfermé dans des minéraux inaccessibles. Mais le plus important, c'est ce qui manque. Un écosystème. Sur Terre, tout est connecté. Le cycle de l'eau, le cycle du carbone, le cycle de l'azote. Les plantes produisent de l'oxygène, les animaux du CO2, les bactéries recyclent les nutriments. Les océans régulent le climat, les forêts influencent les précipitations. C'est un système d'une complexité inouïe, des millions d'espèces qui interagissent, des équilibres subtils qui se maintiennent depuis des années sur Terre, des rétroactions positives et négatives qui stabilisent l'ensemble. Sur Mars, rien. Pas de cycle de l'eau. Elle existe essentiellement sous forme de glace au pôle et dans le sous-sol. Pas de cycle du carbone. D'ailleurs, il n'y a pas assez d'atmosphère pour maintenir des échanges significatifs. Et pas de vie pour maintenir l'équilibre. C'est comme essayer de faire fonctionner une voiture sans moteur, sans carburant et sans roues. Eh bien, même si on répare un élément, les autres manquent. Et sur Mars, ce sont pas un ou deux éléments qui manquent, c'est tout un système. Et puis, il y a les tempêtes de poussière. Sur Mars, elles peuvent durer des mois et recouvrir la planète entière. En 2018, une tempête globale a duré près de 3 mois. Elle a recouvert toute la planète d'un voile de poussière si épais que le rover Opportunity, alimenté par des panneaux solaires, n'a pas reçu assez de lumière pour fonctionner. Il est donc mort sur place dans cette tempête. Et cette poussière, elle est partout. Elle s'infiltre dans tous les mécanismes. Elle est électrostatique, donc elle colle à absolument tout. Elle est abrasive comme du papier de verre microscopique. Imaginez essayer de maintenir des équipements complexes dans un environnement où, régulièrement, tout est recouvert d'une poussière corrosive pendant des mois. Imaginez essayer de faire de l'agriculture quand le soleil disparaît pendant un trimestre. Alors, voilà la réalité. Mars n'est pas une Terre primitive, qu'il suffirait juste de réveiller. C'est un monde fondamentalement hostile à la vie telle que nous la connaissons. Chaque aspect de l'environnement martien est un défi mortel. L'atmosphère, le sol, les températures, les radiations, l'absence d'écosystème. Tout conspire contre la vie. Et ça n'est pas temporaire. Ça n'est pas un mauvais moment à passer. C'est l'état permanent de Mars depuis 4 milliards d'années. Et ça va continuer pendant des milliards d'années encore. Mais bon, j'anticipe déjà certains commentaires. Vous me direz peut-être que on a la technologie, qu'on peut surmonter tous les obstacles avec un petit peu de persévérance, non ? Qu'on peut créer des habitats protégés, des serres pressurisées, des systèmes de support de vie. Alors, voyons voir. Regardons concrètement qu'est-ce que ça impliquerait. Commençons par le voyage. Parce que déjà, pour aller sur Mars, il faut attendre la bonne fenêtre de tir, ce qui arrive à peu près une fois tous les 26 mois environ. Il faut attendre que les orbites de la Terre et de Mars soient alignées de façon optimale. Pourquoi cette contrainte ? Parce qu'en fait, les planètes bougent. La Terre fait le tour du Soleil en 365 jours. Mars en 687 jours. Il faut donc attendre que les deux planètes soient dans la bonne configuration pour minimiser la distance et l'énergie nécessaires. Ratez votre créneau et vous devrez attendre 2 ans de plus. Imaginez les implications logistiques. Imaginez qu'un problème technique retarde votre mission de quelques semaines. Et hop, 2 ans de retard. Ensuite, le voyage dure entre 6 et 9 mois. Un voyage dans un espace confiné, avec des provisions limitées et surtout bombardé en permanence par les radiations cosmiques. D'ailleurs, les radiations, parlons-en, dans l'espace, loin de la protection magnétique terrestre, les astronautes sont exposés aux radiations cosmiques galactiques et aux éruptions solaires. Ces particules de haute énergie traversent les parois du vaisseau comme si elles n'existaient pas. Certaines études estiment qu'un voyage vers Mars pourrait avoir un taux de mortalité de 50%. 50%. Est-ce que vous monteriez dans un avion qui a une chance sur 2 de s'écraser ? D'où vient ce chiffre ? Eh bien, ça vient des effets cumulés des radiations, de microgravité, de l'isolement psychologique et des risques techniques. Chaque jour dans l'espace augmente les risques de cancer, de problèmes cardiovasculaires, de défaillance du système immunitaire. Pendant ces mois de voyage, il faut gérer aussi les effets de la microgravité. C'est un cauchemar médical. En microgravité, le corps humain se dégrade rapidement. Les os perdent de 1 à 2% de leur masse par mois. Les muscles s'atrophient. Le système cardiovasculaire se déconditionne. La vision se détériore.
Pourquoi? Eh bien, parce que nos corps sont faits pour la gravité terrestre. Nos os ont besoin de contraintes mécaniques pour rester solides. Nos muscles ont besoin de résister au poids pour rester forts. Notre cœur a besoin de pomper contre la gravité pour rester efficace. Au bout de 9 mois, vos astronautes arrivent sur place dans un état physique déplorable. Ils ont perdu 20% de leur masse osseuse. Leurs muscles sont atrophiés, leur système immunitaire est affaibli. Et ils doivent maintenant faire face à l'environnement qui est l'un des plus hostiles du système solaire. Pendant tout le voyage, il faut recycler l'air, recycler l'eau et gérer les déchets. Alors ça, techniquement, on sait faire sur la Station spatiale internationale. Mais sur quelques mois, pas sur des années. Le recyclage de l'air, c'est complexe. Il faut éliminer le CO2, régénérer l'oxygène, filtrer les contaminants. Les systèmes actuels ont un taux de recyclage de 95%. Alors, ça paraît bien, mais sur 9 mois, ces 5% de pertes s'accumulent. Le recyclage de l'eau, c'est encore plus critique. Sur l'ISS, on recycle l'urine, la sueur, l'humidité de l'air. Mais là aussi, il y a des pertes. Et sur Mars, pas question de faire venir une livraison d'eau depuis la Terre. Et puis, il y a la nourriture. 9 mois de voyage, plus le séjour sur Mars, plus le voyage retour. On parle de 2 à 3 ans de provisions. Pour plusieurs personnes, ça fait des tonnes de nourriture à embarquer. Mais bon, admettons qu'ils arrivent vivants. Maintenant, il faut atterrir. Et là, on touche à l'un des plus gros problèmes de l'atmosphère martienne. Elle est techniquement trop mince pour permettre le freinage efficace par parachute comme sur la Terre. Mais elle est trop dense pour être ignorée complètement comme sur la Lune. Sur Terre, l'atmosphère dense permet de freiner efficacement avec des parachutes. Sur la Lune, pas d'atmosphère, mais on peut utiliser uniquement des rétrofusées. Mars, c'est le pire des deux mondes. L'atmosphère martienne a 1% de la densité de l'atmosphère terrestre. Donc c'est assez pour créer de la friction et de la chaleur pendant la descente, mais pas assez pour freiner efficacement. Résultat, l'atterrissage sur Mars est probablement l'un des défis techniques les plus complexes du spatial. Regardez les solutions actuelles. Pour poser le rover Curiosity, la NASA a dû inventer une grue volante, un système de rétrofusée qui descend le rover au bout de câbles. Ça marche pour 900 kilos, mais pour une mission habitée, ça nécessite des dizaines de tonnes d'équipement. SpaceX propose d'atterrir avec des rétrofusées, un petit peu comme sur la Lune. Mais le problème, c'est que ça consomme énormément de carburant. Et le carburant, il faut l'emporter depuis la Terre ou le produire directement sur Mars. Et dans les deux cas, c'est un défi technique énorme. Parlons justement de la production de carburant sur Mars. C'est ce qu'on appelle l'ISRU, In Situ Resource Utilization. L'idée, c'est d'utiliser les ressources martiennes pour produire tout ce dont on a besoin. Pour le carburant, l'idée, c'est de produire du méthane et de l'oxygène à partir de l'atmosphère martienne et de l'eau souterraine. Le CO2 de l'atmosphère plus de l'eau, ça fait du méthane plus de l'oxygène. Chimiquement, c'est possible. Mais regardons les chiffres, parce que pour faire décoller une fusée de la taille du Starship depuis Mars, il faut environ 1200 tonnes de carburant. 1200 tonnes. Le rover Perseverance embarque d'ailleurs une petite expérience appelée MOXIE, qui produit de l'oxygène à partir de l'atmosphère martienne. Et en 2 ans, elle a produit 122 grammes d'oxygène. Pour 1200 tonnes de carburant, il faudrait des milliers de ces machines qui fonctionneraient pendant des années. Et ça, bien sûr, c'est en supposant qu'on ait l'énergie nécessaire. Parce que ces processus chimiques consomment énormément d'électricité. Et d'où viendrait cette énergie? Des panneaux solaires? Parce que, on le rappelle, sur Mars, le soleil est 2 fois moins intense que sur Terre. Et les tempêtes de poussière peuvent durer pendant des mois. Du nucléaire, alors? Eh bien, il faudrait embarquer un réacteur depuis la Terre, avec tous les risques que ça implique. Bon, admettons qu'on ait réussi à atterrir. Maintenant, il faut survivre. Première nécessité, l'oxygène. Un humain consomme environ 550 grammes d'oxygène par jour. Pour une équipe de 6 personnes pendant 2 ans, ça fait plus de 2 tonnes d'oxygène. Donc, il faut pouvoir la produire, la stocker et la purifier. Deuxième nécessité, l'eau. Alors,
Il y en a sur Mars, mais qui est sous forme de glace. Il faut donc la trouver, l'extraire et la purifier. Et ça avec des équipements qui doivent fonctionner par moins 80 degrés dans un environnement corrosif avec des tempêtes de poussière régulières. L'extraction de la glace sur Mars, c'est un petit peu comme faire de la plomberie dans un congélateur en combinaison spatiale avec des outils qui peuvent tomber en panne à tout moment. Troisième nécessité, la nourriture. Et là, c'est le cauchemar absolu. Faire pousser la nourriture sur Mars, c'est un petit peu comme essayer de jardiner, mais dans un congélateur rempli d'eau de javel, avec une lampe UV sans air respirable. Le sol, toxique. Il faut le nettoyer, l'enrichir, lui ajouter tous les nutriments qui lui manquent. Ça veut dire importer de la terre depuis la Terre, ou créer artificiellement un substrat nutritif. La température, eh bien, il faut chauffer en permanence avec tous les problèmes énergétiques que ça pose. Les serres martiennes auraient besoin d'un chauffage constant pour maintenir les serres à des températures vivables. L'atmosphère, eh bien, il faudrait créer des serres pressurisées, étanches, qui résistent aux tempêtes de sable et aux radiations et qui maintiennent une composition atmosphérique compatible avec la vie des plantes. La lumière, eh bien, comme on l'a déjà dit, sur Mars, la lumière est 2 fois moins intense que sur Terre, donc ça veut dire qu'il faut compenser avec de l'éclairage artificiel. Et encore une fois, ça fait des dépenses d'énergie et donc de l'énergie supplémentaire à trouver. Et même si on résout tous ces problèmes, eh bien, on produit quoi? Eh bien, quelques légumes. En tout cas, pas de quoi nourrir une colonie. Pas de protéines animales, pas de diversité alimentaire, juste de quoi survivre. Si on parle nutrition, un humain a besoin de plus de 40 nutriments essentiels. Vitamines, minéraux, acides aminés, acides gras. Une alimentation déséquilibrée, même temporaire, peut avoir des conséquences graves. Mais sur Mars, par exemple, comment produire de la vitamine B12 ? Elle existe que dans les produits animaux ou certaines bactéries spécifiques. Comment est-ce qu'on peut produire des oméga 3 ? Comment est-ce qu'on peut assurer un apport suffisant en calcium, en fer ou en zinc ? Et puis il y a l'aspect psychologique. Manger, c'est pas juste de la nutrition, c'est aussi un plaisir, de la culture et du lien social. Imaginez passer des années à manger uniquement des légumes cultivés en serre, sans variété, sans saveur. Donc, résultat, toute colonie martienne serait entièrement dépendante des approvisionnements terrestres. Nourriture, médicaments, pièces de rechange, équipements complexes, la plupart des choses viendraient de la Terre. Mais rappelez-vous, on ne peut envoyer que des cargaisons une fois tous les 26 mois. Un problème technique, une panne, un retard, et c'est la catastrophe. Imaginez qu'un composant critique tombe en panne. Le système de recyclage de l'air, par exemple. Sur Terre, on commande une pièce, elle arrive le lendemain. Sur Mars, il faut attendre la prochaine fenêtre de tir, peut-être dans 2 ans. Et ce serait se mentir à soi-même que d'appeler ça de la colonisation. C'est plus de la survie assistée. C'est comme dire qu'on a colonisé l'Antarctique alors qu'on y maintient seulement des bases scientifiques approvisionnées en permanence depuis l'extérieur. Et là, on n'a même pas parlé des effets à long terme sur la santé humaine. La gravité martienne, on le rappelle, c'est 38% de celle de la Terre. Comment est-ce que ça pourrait impacter notre développement ? Eh bien, pour l'instant, on n'en sait rien. Et aucun humain n'a jamais vécu suffisamment longtemps en microgravité pour en avoir le cœur net. Est-ce que des enfants peuvent se développer normalement dans une gravité réduite ? Est-ce que les femmes peuvent mener une grossesse à terme ? Est-ce que le système cardiovasculaire peut s'adapter ? Eh bien, pour l'instant, on n'en a aucune idée. Et il y a aussi les risques qu'on ne connaît pas encore. Les effets de la poussière martienne sur les poumons. Les conséquences de vivre dans un environnement artificiel fermé, les interactions entre tous ces facteurs de stress. Alors voilà le verdict. Même avec des avancées technologiques majeures, l'établissement d'une colonie martienne autonome nécessiterait des décennies, voire des siècles de développement. Et encore, on parle de faire survivre quelques dizaines de personnes, pas de créer une civilisation, pas de développer une économie, pas de construire des villes, juste de faire survivre quelques humains dans des conditions extrêmes avec un support technologique constant et une dépendance totale à la Terre. Mais bon, vous me direz, et si on terraformait Mars ? Et si on terraformait la planète entière pour la rendre habitable ? Et si on recrée une atmosphère, un climat, un écosystème ?
Là, je vous préviens d'entrée de jeu, on entre dans le domaine de la science-fiction pure et dure. Et je vais vous expliquer pourquoi. La terraformation, c'est l'idée ultime, l'idée qui fait rêver. Au lieu d'adapter l'homme à Mars, si on adaptait Mars à l'homme, on transforme l'atmosphère, le climat, l'environnement, on recrée les conditions terrestres. Imaginez des océans bleus sur Mars, des nuages blancs, de l'herbe verte, un ciel respirable, une planète où on pourrait se promener en t-shirt et respirer librement. Eh bien, ça pourrait sembler logique, parce que si Mars était potentiellement habitable avant, pourquoi est-ce qu'on peut pas la remettre dans cet état? Pourquoi est-ce qu'on peut pas juste inverser le processus qui l'a rendu hostile? Eh bien, parce que c'est physiquement impossible. Et je vais vous expliquer pourquoi point par point. En 2018, une équipe de la NASA dirigée par Bruce Jakowski a publié une étude qui a fait l'effet d'une bombe dans la communauté scientifique. Leur conclusion ? Mars ne possède tout simplement pas assez de CO2 pour créer un effet de serre significatif. Alors, expliquons. Pour terraformer Mars, il faudrait épaissir son atmosphère, créer un effet de serre pour réchauffer la planète. Et pour ça, il faut du CO2. Combien ? Eh bien, il faudrait une pression atmosphérique similaire à celle de la Terre, soit environ 1000 millibars. Mars, aujourd'hui, ne possède que 6 millibars. Donc, en fait, il faudrait multiplier cette quantité par 160. Ça représente quoi concrètement ? Eh bien, il faudrait ajouter environ 1000 fois plus de CO2 que ce qu'il existe actuellement dans l'atmosphère martienne. C'est comme essayer de remplir une piscine avec un verre d'eau. Et où trouver tout ce CO2 ? Les scientifiques ont fait un inventaire complet de toutes les sources possibles sur Mars. Les calottes polaires, parce que c'est la source la plus évidente. Mars a des calottes de glace, d'eau et de CO2 gelées au pôle. Si on vaporise entièrement le tout, on obtient 1,2% de la pression terrestre. 1,2%. Même pas de quoi faire un début d'effet de serre. Et encore, ça c'est en vaporisant toute la glace polaire. Avec quoi ? Eh bien, il faudrait une énergie colossale pour sublimer des milliards de tonnes de glace. Et le CO2 dans le sol ? Eh bien, en chauffant tout le régolithe martien, on peut libérer le CO2 absorbé sur des particules de poussière. Résultat maximum, 4% de la pression nécessaire. 4%. Et pour ça, il faudrait chauffer tout le sol martien sur plusieurs mètres de profondeur. Imaginez l'énergie nécessaire pour chauffer un continent tout entier. Et les dépôts minéraux carbonés. Mars contient des carbonates, des minéraux qui stockent du CO2, mais en quantité dérisoire, moins de 5% de la pression requise. Et pour les extraire, il faudrait miner la planète tout entière sur 30 mètres de profondeur. 30 mètres sur l'intégralité de la surface martienne. C'est comme essayer de creuser le canal de Suez sur chaque kilomètre carré de cette planète. Face à ce constat, certains proposent des solutions encore plus extrêmes. Rediriger des comètes et des astéroïdes sur Mars pour apporter de l'eau et du CO2 depuis l'extérieur. Les calculs de Jakowski montrent qu'il faudrait des milliers de comètes. Des milliers. Et comment est-ce qu'on peut les diriger ? Avec quelle technologie ? Avec quelle énergie ? Et pourquoi pas fabriquer des gaz à effet de serre artificiels ? Des chlorofluorocarbone par exemple, qui sont des milliers de fois plus efficaces que le CO2. Alors, c'est possible en théorie, mais il faudrait des usines chimiques gigantesques qui fonctionneraient pendant des siècles avec des ressources qu'il faudrait importer depuis la Terre. Et même si on y arrivait, ces gaz sont instables. Ils se décomposent sous l'effet des radiations UV. Il faudrait donc les renouveler en permanence. Mais admettons qu'on trouve miraculeusement tout le CO2. Et encore un autre problème, plus fondamental. Mars continue à perdre son atmosphère. Sans champ magnétique pour pouvoir la protéger, toute l'atmosphère qu'on pourrait reconstituer serait progressivement érodée par le vent solaire. Exactement ce qui s'est passé il y a 4 milliards d'années. Pour arrêter cette érosion, il faudrait recréer un champ magnétique planétaire. Et ça, c'est encore plus impossible. Le champ magnétique terrestre est généré par la dynamo de notre noyau. Le fer liquide en rotation qui crée un champ électromagnétique géant. Cette dynamo fonctionne grâce à la chaleur du noyau, alimentée par la radioactivité naturelle et la chaleur résiduelle de la formation de la planète. Pour recréer ça sur Mars, il faudrait relancer la dynamo de son noyau. Autrement dit, il faudrait réchauffer et remettre en mouvement le centre de la planète.
L'énergie nécessaire? Alors absolument astronomique. On parle d'un processus géologique qui opère sur des millions d'années. Il faudrait l'équivalent de l'énergie que le Soleil produit sur plusieurs années concentrées dans le noyau de Mars. Et comment faire ça? Eh bien, aucune idée. Aucune technologie, même concevable, ne pourrait accomplir ça. Et même en allant au-delà de l'imagination, même avec une technologie parfaite qui n'existe pas, eh bien, ça prendrait des années et des siècles. La terraformation, c'est un processus qui s'étalerait sur un temps extrêmement long. Déjà, regardez l'histoire de la Terre. Il a fallu des milliards d'années pour qu'elle passe d'une boule inhabitable à la Terre qu'on connaît aujourd'hui. Pour changer l'atmosphère d'une planète, pour modifier son climat et créer des écosystèmes stables, il faudrait une technologie parfaite, et ça prendrait un temps qui, dans tous les cas, serait incompatible avec des projets humains. Et le plus gros problème, c'est qu'on ne sait même pas comment créer un écosystème. Et d'ailleurs, ça on l'a déjà essayé. Dans les années 90, le projet Biosphère 2 a tenté de créer un écosystème fermé en Arizona, sur Terre, avec pourtant un accès à toutes les ressources et toutes les technologies. Le projet était ambitieux, recréer plusieurs écosystèmes terrestres. Forêts tropicales, océans, déserts, savanes, le tout dans une structure fermée de 3 hectares. 8 personnes devaient y vivre pendant 2 ans en autarcie totale. Résultat, l'échec complet. L'oxygène a chuté de 21 à 14% en 16 mois. Les habitants ont souffert du mal des montagnes. Ils étaient épuisés, incapables de travailler efficacement. Pourquoi cette chute d'oxygène? À cause des sols ultra riches introduits pour favoriser la croissance des plantes. Ces sols ont nourri massivement les bactéries et les champignons qui ont consommé l'oxygène en émettant du CO2. Les arbres et arbustes, trop jeunes et peu nombreux, n'ont pas réussi à compenser. Les pollinisateurs ont disparu, probablement à cause de l'explosion de la population de fourmis prédatrices ou du blocage des UV par le verre, parce que les abeilles voient dans le spectre UV pour trouver les fleurs. Les systèmes d'eau se sont pollués, la biodiversité s'est effondrée et les équilibres écologiques se sont rompus. Et ça, c'était sur Terre, dans les conditions idéales avec un accès permanent aux ressources extérieures en cas d'urgence. David Tillman, l'un des écologistes qui a évalué l'expérience de Biosphère 2, a fait un calcul assez simple. Si on extrapolait le coût de Biosphère 2 à une colonie spatiale, ça coûterait 85 000 $ par personne et par mois, sans garantie de survie. Et tout ça juste pour maintenir un environnement artificiel minimal. Sa conclusion, c'est incroyablement coûteux d'essayer de remplacer les services que les écosystèmes terrestres fournissent gratuitement à l'humanité. Et ça, c'est le coût pour maintenir quelques personnes en vie dans un environnement fermé. Imaginez le coût pour terraformer une planète entière. Alors voilà la vérité brutale, la terraformation de Mars relève entièrement de la science-fiction. Les lois de la physique, de la chimie, de la biologie rendent ce projet impossible avec toute technologie concevable. Pas difficile, pas coûteux, juste impossible. Mars ne sera jamais une seconde Terre. Jamais. Et c'est important de le comprendre parce que cette illusion, des fois, nous détourne de l'essentiel. En fait, très souvent, on oublie quelque chose de fondamental. Nous ne sommes pas des entités indépendantes capables de survivre n'importe où. Nous sommes liés par nature à la planète Terre. Chaque cellule de notre corps, chaque mécanisme de notre physiologie, tout est adapté pour l'environnement terrestre. Nous ne sommes malheureusement pas des explorateurs universels, nous sommes des explorateurs terriens, littéralement. Notre technologie, en tout cas la technologie actuelle, peut nous aider à survivre temporellement dans des conditions hostiles. Scaphandres, les missions spatiales, les sous-marins. Mais ça ne peut pas nous permettre de nous affranchir de notre environnement naturel. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que en comprenant pourquoi est-ce que Mars est impossible, on comprend quelque chose de fondamental. Nous devons d'abord apprendre à préserver notre planète avant de prétendre vouloir terraformer d'autres mondes. Parce que, en étant très lucide, si nous ne savons déjà pas maintenir l'habitabilité de la Terre, notre planète, parfaitement adaptée à nos besoins, comment est-ce que nous pourrions créer l'habitabilité ailleurs ? Comment prétendre construire une maison alors qu'on n'arrive même pas à entretenir celle où on habite ? Peut-on vraiment penser pouvoir créer un jardin sur Mars alors qu'on a déjà du mal à entretenir les forêts sur Terre ? Je dis pas pour autant que ça ne sera jamais possible.
Mais la logique est implacable. Maîtriser les écosystèmes terrestres est un prérequis indispensable à toute tentative de terraformation. Et pour l'instant, on en est encore assez loin. Et quand on comprend ça, on comprend aussi que, contrairement à ce qu'on entend souvent, il n'y a pas forcément une opposition entre l'écologie d'un côté et l'exploration spatiale. L'étude de Mars nous aide à mieux comprendre la Terre. En étudiant comment Mars a perdu son atmosphère, on comprend mieux comment est-ce qu'on devrait protéger la nôtre. En étudiant l'effet de serre sur Vénus, on comprend mieux comment le changement climatique a un impact sur la vie sur Terre. Les missions spatiales développent des technologies utiles pour protéger notre environnement. Les satellites d'observation, les systèmes de recyclage, les énergies renouvelables, tout ça profite aussi à la Terre. La recherche sur les écosystèmes fermés nous permettent de mieux optimiser les ressources terrestres, à développer une agriculture plus efficace, des systèmes de recyclage plus performants, des villes plus durables. Le but de cette vidéo n'est pas d'être non plus définitif sur la question, mais l'idée c'est que l'exploration spatiale ne devrait pas être un moyen de faire une fuite en avant. Elle devrait au contraire être le moyen de mieux comprendre comment est-ce qu'on devrait protéger notre planète. Et d'une certaine manière, loin d'être déprimant, je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans cette réalisation. Dans tout l'univers connu, la Terre est et reste pour l'instant unique. Cette petite boule bleue perdue dans l'immensité cosmique est pour l'instant le seul endroit où nous avons la certitude que la vie existe. Et ça vaut peut-être le coup qu'on prenne le temps de réfléchir à cette idée. Sur les milliards de planètes de notre galaxie, sur les milliards de galaxies de l'univers observable, pour l'instant, nous n'en connaissons qu'une seule qui abrite la vie. Une seule.